Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au premier épisode de L'état du monde, le balado. Donc, à chaque semaine, on va vous proposer une série de discussions sur différents sujets internationaux. Donc, cette semaine, on a trois sujets de discussion. Donc, le 11 septembre 2001 comme premier sujet. Le deuxième sujet, ce sera l'autre 11 septembre, qu'on a tendance à oublier, le 11 septembre 1973, coup d'État militaire au Chili qui a renversé le gouvernement de Salvador Allende. Et le troisième sujet, ce sera le choix de Michel Barnier comme nouveau premier ministre de la France. Donc, cette semaine, trois sujets. Évidemment, au fur et à mesure où les semaines vont évoluer, le format va peut-être changer. On va s'adapter aux événements du moment, bien évidemment. Donc, l'idée, c'est de discuter de grandes questions internationales, non seulement entre les États, mais aussi de questions qui affectent la politique intérieure de d'autres États dans le monde et dont on ne parle pas nécessairement dans les médias ou dont on ne parle pas nécessairement suffisamment dans les médias. Et puis, dans la deuxième partie de notre balado, on va avoir une entrevue avec un auteur qui aura publié au cours de la semaine un texte ou un auteur qui aura publié un livre qu'on juge intéressant de discuter avec vous. Puis, ben, éventuellement, on va aussi ajouter une autre partie au balado. Donc, on va répondre à vos questions. On vous invite dans la section commentaires sur YouTube de nous laisser des questions, des commentaires. Et puis, à chaque semaine, on va tâcher de répondre au plus grand nombre de questions possible. Donc, voilà, c'est le baptême du feu, premier épisode. J'espère que vous êtes prêts pour discuter de l'état du monde. Avec moi, mon comparse, Jocelyn Coulon. Jocelyn que vous connaissez. Jocelyn est journaliste, a été conseiller politique au cabinet de Stéphane Dion lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Jocelyn, c'est aussi un auteur qui a publié une dizaine d'ouvrages. Ben, je vous fais mention des plus récents. Euh, un selfie avec Justin Trudeau, un livre savoureux qui vous raconte un peu les coulisses de la campagne électorale de 2015 qu'a porté au pouvoir Justin Trudeau, comment a été mis au parfum des questions internationales. Aussi, à quoi sert le Conseil de sécurité des Nations unies? Également, Ma France, portraits et autres considérations. Et plus récemment, son dernier livre, c'est ni plus ni moins que ses mémoires, donc Le cours de l'histoire, publié il y a quelques semaines. Alors, Jocelyn, bienvenue. Merci Jean-François. Alors, je suis très heureux de participer à ce premier lancement de notre balado. Donc, Jean-François, que je connais maintenant depuis au-delà d'une dizaine d'années, est un auteur très prolifique, très, très prolifique sur une variété de sujets. Il a déjà écrit sur les casques bleus comme symbole de l'identité canadienne. Il a écrit sur le soldat augmenté. Et dernièrement, il a produit un petit livre fort intéressant intitulé Rousskier Mir, Vladimir Poutine, le monde russe et la refondation de l'ordre international, où il nous offre des clés culturelles, civilisationnelles pour mieux comprendre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, par Poutine, bien entendu, puisque c'est le président. Donc, heureux de cette première rencontre. Allons-y. Donc, on a écrit beaucoup de choses. Maintenant, c'est le temps de se dire beaucoup de choses au bénéfice des gens qui nous suivent. Donc, Voilà. commençons par le premier segment. Le balado est diffusé aujourd'hui, le 11 septembre 2024. Donc, 23 ans après, jour pour jour, 23 ans après les événements du 11 septembre 2001. Donc des terroristes d'Al-Qaïda Ouais. détournaient quatre avions de ligne, dont deux se sont écrasés dans les tours jumelles du World Trade Center, le troisième sur le Pentagone.
à Washington, et puis le quatrième dans un champ en Pennsylvanie qui est en direction également de Washington. On présume que c'est en direction de la Maison-Blanche. Donc, c'est un événement qui a déclenché la guerre globale contre le terrorisme, qui a remené à l'invasion de l'Afghanistan quelques semaines après les événements du 11 septembre, puis deux ouais. ans plus tard aussi l'invasion américaine de l'Irak. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ben, je me permets une petite digression parce que il y a toujours des événements marquants dans la vie des gens dont on se souvient toujours des moindres détails de ce qu'on faisait au moment où ça s'est produit. Moi, par exemple, mes parents m'ont toujours dit l'événement marquant pour eux, ça aurait été l'assassinat en novembre 63 de JFK, de Ouais. Kennedy. Ma mère, elle me disait, je me souviens exactement de ce que je faisais au moment où on annonçait à la radio le décès du président. Moi, c'est la même Et chose pour moi. tu t'en souviens, tu Je, te souviens je, d'où tu étais. je me souviens exactement d'où j'étais, de ce que je faisais à 8h45 le matin du 11 septembre. Moi, j'étais au Parlement à Ottawa. Je travaillais au Parlement à Ottawa. OK, J'arrivais à mon bureau, puis une collègue qui était située au bureau d'en face me dit, allume ta télévision. Un avion s'est écrasé dans une des tours du World Trade Center. Puis bon, je rentre dans mon bureau, je m'assois, j'allume la télévision, je vois ça, puis je me dis, bon, ben, étrange tout ça, c'est peut-être un accident. Puis 15 minutes plus tard, j'ai vu en direct le second avion s'écraser dans la deuxième tour. Et puis là, j'ai compris là, ce qu'on était en train de vivre. Et ouais, puis à l'époque, ben, je travaillais pour une députée. Puis au même moment, 30 secondes après que le deuxième avion soit écrasé dans la tour, la députée me téléphone, puis elle me dit as-tu lu telle nouvelle ce matin? Ça n'a pas de bon sens, on doit écrire un communiqué de presse pour dénoncer, là. Je lui dis écoutez, c'est peut-être pas une bonne journée ouais, pour faire ça, parce que allumez votre télévision, j'ai l'impression qu'on vient d'entrer dans un nouveau monde. Puis, ouais, ouais, ouais. on s'était pas trompé, hein? Toi, Alors, juste pour te tu- dire, moi, j'organisais une conférence sur les guerres civiles avec Jean-Pierre Dérianic, feu Jean-Pierre Dérianic, professeur de sciences politiques à l'Université Laval pendant longtemps. Et à ce moment-là, il y a un employé de mon bureau qui me faisait des signes en voulant dire il faudrait interrompre la conférence pour que je te dise qu'est-ce qui se passe. Et puis moi, je lui faisais signe qu'il n'en était pas question, que je voulais continuer cette conférence. Et après, vers 10 heures, la conférence est terminée, donc je sors de la salle et mon employé a une pile de messages dans ses mains qui viennent des médias écrits et électroniques. Et il me dit, le World Trade Center a été attaqué. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris, moi aussi, qu'on était rentré dans un nouveau monde. Avant de te poser les questions sur le terrorisme, je me suis demandé, est-ce qu'on avait une définition du terrorisme? Et ça reste encore un contentieux entre les États aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de définition officielle du terrorisme. Mais en préparant l'émission, j'ai consulté un ouvrage d'Albert Camus, qui est un recueil de textes sur la violence et le terrorisme. Et voici ce qu'il dit. Quelle que soit la cause que l'on défend, elle restera toujours déshonorée par le massacre aveugle d'une foule innocente. Il me semble que ça résume assez bien. Oui, honnêtement, pour moi, c'est ça la définition du terrorisme. Ce sont des groupes qui ciblent délibérément des non-combattants. Pour faire la distinction dans les conflits, que ce soit le cas en Ukraine, dans la bande de Gaza, un peu partout dans le monde, oui, il y a toujours des civils qui sont tués, mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le ciblage de ces civils-là a été délibéré ou Ouais, plutôt le résultat de ce qu'on appelle des dommages collatéraux? Puis dans la théorie de la guerre juste, il y a une façon de justifier le décès de ces civils-là comme dommages collatéraux si l'objectif qui était visé était une cible militaire légitime et que tous les moyens pour limiter autant que possible les dommages collatéraux
ont été déployés. Donc, si ça se produit, bon, on peut, entre guillemets, pardonner, excuser le décès de ces civils-là parce que ce n'était pas la cible directe ouais, qu'on cherchait à éliminer. Mais dans le cas du terrorisme, pour moi, c'est ce qui définit l'acte terroriste. C'est le ciblage délibéré de civils, de non-combattants. Et une définition comme celle-là, parce que les États, surtout les États-Unis, la façon avec laquelle ils définissent ce terrorisme, ils spécifient des groupes non étatiques. Donc, comme si ouais, les États, eux, ben, s'ils ciblaient délibérément des civils, ben, on pouvait les excuser. C'était pas véritablement du terrorisme. C'était uniquement les groupes non étatiques, lorsqu'ils faisaient ça, qui sombraient dans le terrorisme. Donc, évidemment, c'est une façon pour les États de délégitimer ces ouais, groupes-là en faisant en sorte de donner l'impression que seul l'État, pour reprendre la définition de Max Weber, seul l'État possède le monopole de la violence légitime. Mais ouais, violence légitime, dans le cas des États, ça implique aussi de ne pas cibler délibérément des civils parce que dans l'histoire, il y a probablement eu beaucoup plus de morts liées au terrorisme étatique que de ouais, morts liées au terrorisme non étatique. Puis dans un livre, je donne l'exemple, probablement, même, et ça s'applique en démocratie ou en dictature. En démocratie, Winston Churchill, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait ordonné le bombardement aveugle des villes allemandes. Puis ouais, dans ses lettres à la Royal Air Force, au commandement militaire, il avouait très clairement que où l'objectif, c'était de terroriser les civils allemands dans l'espoir qu'ils se retournent voilà, contre Hitler pour le renverser. Donc, ouais. ça, C'est une tactique connue finalement c'est ça. Donc, dans l'histoire humaine. c'est ça. Donc, on peut Ah, l'excuser d'une certaine façon en se disant, bon, ben, l'objectif, c'est de mettre à terre un régime tyrannique comme le régime ouais, syrien, mais il n'en reste pas moins que la tactique, en tant que telle, elle c'était est une méthode terroriste. très Euh, bien. donc, Est-ce que 20 ans, 25 ans après le 11 septembre, on peut porter un jugement sur la façon avec laquelle on est entré en guerre contre le terrorisme? je pense que quand on regarde ça a posteriori, 23 ans plus tard, simplement ce qui s'est passé en Afghanistan, est-ce qu'on a véritablement été en mesure d'éliminer la menace terroriste en Afghanistan ou dans la région? Ben, depuis 2021, les talibans sont revenus au pouvoir en Ouais, Afghanistan. Donc, 20 ans d'intervention, des milliards et des milliards de dollars dépensés, des dizaines de milliers de civils aussi qui sont morts directement ou indirectement en raison de cette intervention-là, des milliers de soldats aussi de la coalition américaine qui sont décédés. Donc, il ne faut pas besoin d'avoir un doctorat en sciences politiques pour se rendre compte que des invasions à grande échelle comme ça d'États pour lutter contre le terrorisme, c'est contre-productif. Ça mène à rien. Ça contribue essentiellement qu'à déstabiliser des régions tout entières. Dans le cas de l'Irak, on en parlait il y a quelques minutes, en 2003. Si l'objectif était de couper les liens entre l'Irak et Al-Qaïda, liens qui n'ont jamais été prouvés là, par ailleurs, mais ouais, c'est ça ouais. l'objectif. Ben, quelle a été la résultante de l'intervention américaine en Irak? Ben, ça aurait été essentiellement la déstabilisation de la région puis l'émergence de l'État islamique comme groupe terroriste qui s'est révélé peut-être encore plus meurtrier qu'Al-Qaïda. Donc, je pense que 20 ans plus tard, j'espère que les gens ont réalisé que on ne peut pas vaincre le terrorisme. Je pense que ce qu'on peut espérer de mieux, c'est de le contenir et Mhm. de minimiser le plus possible la menace. Et ça veut dire Ouais. minimiser le plus possible les possibilités, les risques que ces groupes-là puissent venir nous attaquer sur Mhm. notre territoire, que ce soit avec des armes rudimentaires, comme le détournement d'avions commerciaux, ou, Mhm. on ne l'espère pas, qu'ils en viennent à obtenir des armes de destruction massive, des armes Ouais. sables et puis qui fasse Est-ce, exploser une bombe bactériologique ou nucléaire dans le centre-ville de Paris, Londres ou ouais. New York. Est-ce que le fait que tu as écrit sur le terrorisme, pardon, que tu as réfléchi là-dessus, tu as trouvé des éléments qui nous permettraient de lutter efficacement contre le terrorisme?
Ben, c'est ça. Et ça, le problème, c'est que ça nous amène à revoir un petit peu le droit international. Je pense que la pire des solutions, la pire des choses qui puissent se produire, c'est comme le 11 septembre 2001, d'être pris pour cible par une attaque massive comme celle-là. Lorsque ça se produit, ça a été le cas l'année dernière aussi en Israël, lorsque ça se produit comme ça, les gens perdent la raison et ils souhaitent vengeance à tout prix, une vengeance aveugle. Et lorsqu'on sombre dans un pattern comme celui-là, on commet des erreurs et puis on développe des stratégies qui ne sont pas réellement en mesure de lutter contre cette forme de violence politique-là. Donc, la meilleure façon d'empêcher que ça se produise, c'est de frapper, d'avoir la possibilité de frapper de façon préemptive contre ces groupes-là. Donc, les frappes préemptives en droit international sont permises. Mais encore faut-il que cette menace-là soit considérée comme étant imminente. Donc, Ouais, c'est on ça. n'a Il y a pas le des temps, règles, là. il y a des règles, donc on n'a pas le temps de négocier. Donc, frapper avant d'être frappé, c'est vraiment la seule option qui est à notre disposition. Puis, dans Mhm. l'histoire, probablement le meilleur exemple d'une frappe, d'une attaque préemptive, ça aurait été en 1967, la guerre des 6 jours, lorsque Ouais, Israël aura attaqué l'Égypte, la Syrie, les pays arabes limitrophes qui menaçaient de s'en prendre à l'État hébreu. Donc, à l'époque, 2 semaines avant l'attaque préemptive d'Israël, les casques bleus avaient été retirés du ouais. Sinaï et puis, immédiatement, l'armée égyptienne avait pris le contrôle de cet espace-là. Donc, ils étaient à la frontière d'Israël. Israël. Nasser, le président égyptien, avait aussi fait des déclarations selon lesquelles l'objectif, c'était de réduire à néant, de détruire l'État israélien. Il avait mobilisé ses troupes aussi. Il avait signé un accord avec les pays arabes limitrophes. Donc, lorsqu'on met tous ces éléments-là ensemble, à l'espace de quelques jours, de 2 semaines environ, Israël avait la perception qu'ils étaient sur le point de se faire attaquer et que la Mhm. meilleure façon de se défendre, c'était d'attaquer en premier. Donc, historiquement, la guerre des 6 jours, même si c'est entre guillemets Israël qui a déclenché les hostilités, le Ouais. déclenchement de ces hostilités-là en reste pas moins justifié parce que la menace était imminente. Donc ça, avec des États, on peut voir la mobilisation de troupes. On peut voir les troupes Mhm. se mobiliser à notre frontière. Tout à fait. On peut le voir avec la Russie lorsqu'ils ont mobilisé leurs troupes à la frontière de l'Ukraine. Ce sont des choses qu'on ne peut pas cacher. Le problème avec des groupes terroristes, puis ça, c'est leur modus operandi, c'est de nous prendre par surprise, de nous Mhm. frapper, de nous attaquer lorsque on s'y attend pas. Donc, pour eux, la menace, elle n'est jamais imminente. Au contraire, Ouais. on réalise qu'on subit une attaque lorsque l'attaque a déjà commencé. Puis encore une Ouais. fois, parce que c'est une attaque à grande échelle, comme le 11 septembre 2001, ben là, après ça, on crie vengeance, et puis c'est la déraison, la démesure, puis c'est tout simplement pas la bonne façon avec laquelle il faut procéder. Mais le problème, c'est qu'on OK. doit essayer de remplacer le critère de l'imminence par un autre critère qui pourrait s'appliquer aux groupes terroristes, mais un critère qui ne permettrait pas non plus de s'en prendre à n'importe quelle menace imaginaire. Parce que Mhm. là, on tombe dans l'autre extrême, qui aurait été celui de Ouais. l'invasion de l'Irak en 2003. Donc, c'est un peu depuis 20 ans, j'ai l'impression, c'est ce critère-là qu'on a cherché à définir, à trouver comme ersatz finalement à celui de l'imminence contre une menace provenant d'un acteur étatique. Donc, Très bien. dans ce contexte-là, tu sais, l'invasion de l'Irak en 2003, même si elle était injustifiable, c'était une guerre d'agression, la logique qui était qui animait le président Bush de l'époque, elle faisait un certain sens parce qu'il disait OK. si Al-Qaïda est effectivement en mesure de mettre la main sur des armes de destruction massive, une seule bombe sale, lorsque ça va se produire, la bombe va disparaître dans la nature, on ne sera plus en mesure de la tracer, et puis ça risque de nous exposer en plein visage dans un centre-ville d'une grande métropole occidentale. On ne peut pas se permettre ça, on doit frapper, agir avant qu'ils aient en leur possession ces armes-là. Mais encore une fois, il est à la recherche d'un critère de remplacement pour celui de l'imminence. Donc, dans le Bon, livre je pense. que j'avais écrit sur Oui. le sujet, ben, moi, j'ai suggéré le critère de la crédibilité de la menace. Donc, Ouais. est-ce qu'un groupe terroriste fait poser contre nous une menace qui est crédible? Donc, je développe des sous-critères
qui Mhm. permettrait d'une certaine façon de justifier des frappes préemptives contre ces groupes-là et puis d'empêcher OK. justement une attaque à grande échelle qui nous ferait plonger dans la démesure, comme ça a été le cas en Afghanistan, puis depuis 20 ans essentiellement, là. Bon, ben, très bien. Alors, excellent euh, segment sur le terrorisme. Deuxième segment, non, premier 11 septembre, 11 septembre 2001. Maintenant, Oui, je disais le deuxième 11 septembre, un peu plus méconnu, c'est celui du coup d'État du général Pinochet au Chili qui aura renversé voilà. Salvador Allende, donc le 11 septembre 1973. Salvador Allende renversé, meurt, assassinat, suicide. Bon, Mm. je pense qu'il y a des différentes théories là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, pourquoi c'est important ce coup d'État de 1973, même si ça fait plus de 50 ans maintenant que les événements se sont déroulés, c'est que pour la première fois dans le monde occidental, dans un pays démocratique, euh, un président socialiste et son équipe étaient élus démocratiquement et prenaient le pouvoir en 1970. Donc, il faut retourner 3 ans en arrière et voir comment ce groupe de socialistes a pris le pouvoir et a tenté d'instaurer ce qu'ils appelaient une révolution démocratique. C'était un peu une, un contre-exemple par rapport à ce que Fidel Castro avait fait à Cuba. On voulait le faire avec les institutions, en respectant les institutions démocratiques. Et Salvador Allende était un personnage un peu mythique au Chili, un médecin, un homme qui est très, très proche du peuple, qui s'était présenté à plusieurs reprises, je crois en 1958, puis en 1964, il avait perdu à chaque fois. Et en 70, il gagne, mais il gagne de très peu. Il obtient 36% des voix et la démocratie chrétienne, qui est l'autre parti traditionnel au Chili, obtenait autour de 33-34% des voix, puis le reste allant à d'autres partis. Donc, oui, une victoire, mais pas une victoire massive et pas une majorité au Parlement. Alors, dès le lendemain de l'élection d'Allende en septembre 1970, les États-Unis, mais aussi des groupes violents au Chili, tentent d'empêcher Allende de prêter serment de devenir président. D'abord, on veut convaincre la démocratie chrétienne et les partis de droite de bloquer ça de façon institutionnelle. Mais la démocratie chrétienne, elle est traversée par des courants gauchistes aussi qui était favorable même à la plateforme électorale de l'unité populaire de Salvador Allende. Donc, il n'était pas question de le bloquer au Parlement. On a donc tenté de provoquer l'armée pour qu'elle empêche la prise de pouvoir. Malheureusement, les groupes violents qui voulaient pousser cette option ont assassiné le chef d'état-major des forces armées euh, chilienne avec une certaine complicité des services américains. Donc finalement, en novembre 70, Allende devient président parce que le Parlement vote pour lui et il commence à imposer son agenda socialiste. Évidemment, ça ne sera pas très facile parce que d'abord, les Américains ne coopèrent pas du tout, coupent les vivres sur le plan financier. Et là, on voit s'instaurer euh, toute la mécanique qui mènera au coup d'État du 11 septembre 1973, c'est-à-dire le financement de grèves générales, de groupes violents, des pressions sur l'armée pour qu'elle intervienne, parce que la situation, c'est vrai, économique se dégrade de jour en jour au Chili malgré le fait que Salvador Allende demeure assez populaire, puisque des élections locales en février 73 donnent à l'unité populaire un peu plus de 40% des votes. Alors, malgré tout ça,
le désordre s'installe et le 11 septembre, le général Pinochet, pourtant légaliste, pourtant nommé par Salvador Allende comme chef d'état-major des forces armées, déclenche le coup d'État, un coup d'État qui sera extrêmement violent, extrêmement sanglant. On parle de 3000 morts, comme les 3000 morts des deux tours de Manhattan. On parle aussi d'une dictature qui va durer 17, 18 ans. Donc voilà, résumé brièvement ce qui s'est passé entre 70 et 73. Ah oui, je me souviens les images de l'aviation chilienne qui bombarde le Voilà, palais de la Moneda, puis et l'image un peu des chefs des quatre branches des forces armées chiliennes, oui, côte oui, avec Pinochet dans le milieu, c'est ces lunettes noires. lunettes noires, c'est une photo vraiment sinistre qui explique un petit peu ce qui s'est passé par la suite. Ben, il y a eu d'autres coups d'État en Amérique latine. Hein, au Chili, ça Oui. n'a pas été le premier, ça n'a pas été le dernier non plus. Mais pourquoi ce coup d'État-là, du 11 septembre 73, a laissé autant de marques en Amérique latine? Je pense que ça va au-delà de l'Amérique latine. Le coup d'État chilien se déroule dans un contexte politique international particulier. D'abord, vous avez en Europe ce qu'on appelle la tendance euro-communiste, c'est-à-dire en France et en Italie, des partis communistes extrêmement puissants. On parle ici de 25% en France, de 30-34% en Italie, qui cherchent eux aussi à prendre le pouvoir, mais de façon démocratique, en s'alliant avec des partis de gauche. Et vous savez qu'en 1974, il y aura un accord entre les socialistes, les communistes et certains centristes en France Hein? pour la candidature François de Mitterrand, hein, François Mitterrand. programme Et commun. donc, le programme commun, voilà. Et donc, il y a un contexte en Europe qui fait craindre aux Américains que l'expérience chilienne euh, se révélant un succès, ça pourrait donner des idées aussi aux électeurs européens d'élire les partis du programme commun ou de ce qu'on a appelé en Italie le compromis historique. Enfin, on appellera cela après le coup d'État, parce qu'on va tirer les leçons de ce coup d'État. Mais donc, il y a ce contexte. En Amérique latine, il y a aussi des gouvernements de gauche au Pérou, en Argentine ou ailleurs, qui suivent de près l'expérience chilienne et qui se demandent jusqu'où aller dans la mise en œuvre de leur politique. En plus, ben, on est toujours un peu dans la guerre froide à ce moment-là. Et les Américains ne sont pas intéressés à ce qu'il y ait un deuxième Cuba en Amérique latine, car ils voient bien que les Soviétiques euh, ont appuyé Salvador Allende et ça les trouble. C'est pour ça qu'ils poussent au coup d'État. Donc, lorsque le coup d'État arrive, ça a une répercussion internationale. Et il faut bien dire aussi que, disons que les idées de gauche, à l'époque, en 1973, sont très répandues dans les médias occidentaux, chez les intellectuels occidentaux, ce qui fait en sorte que ça donne à ce coup d'État en particulier, contrairement aux autres coups d'État en Amérique latine, une dimension encore plus étonnante d'une certaine façon, parce qu'il y a en Occident en particulier, des relais puissants Mhm. dans les médias et chez les intellectuels. Alors, résumons cela à quelques mots. C'est un coup d'État contre une expérience socialiste démocratique qui ne plaît pas à certains courants occidentaux et mais qui soulevait un espoir immense au Chili
compte tenu du fossé entre les riches et les pauvres dans cette société qui était quand même une des rares démocraties extrêmement solides en Amérique latine, l'armée ayant toujours été considérée comme légaliste dans ce pays. Oui, en fait, on parle beaucoup de ce coup d'État-là comme étant la grande tâche sur l'héritage politique d'Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État américain. Puis au même Ouais. moment, quelques années auparavant ou par la suite, où il a obtenu le prix Nobel de la paix. Donc, il y a eu beaucoup de prix Nobel de la paix dans le passé qui ont été décriés. Celui de Barack Obama en 2009, Alors, je je, crois. Ça n'aura pas été donc, le tu premier. as, un prix Nobel pour Kissinger à cause de son action en faveur de la paix au Vietnam. Et Ça, d'ailleurs, le négociateur vietnamien a aussi obtenu le prix Nobel, qui l'a rejeté. Alors que dans le cas de Barack Obama, c'est qu'on lui donne le prix Nobel 8 mois après son élection. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont dit qu'il n'a pas fait grand-chose pour obtenir le prix Nobel. en effet. Mais tu as raison sur Kissinger, parce qu'on lui a reproché ça, ainsi que les bombardements au Cambodge, Mhm. qui auraient provoqué la prise de pouvoir par les Khmers rouges, donc un effet d'entraînement. Oui. Et Un autre comme régime qui n'a pas été très respectueux des droits humains, hein? non, non. Et donc, en parlant de Kissinger, tu m'amènes à te parler du fait que je considère que le Chili et, et l'expérience Allende, c'est un peu la naissance du Sud global. Mhm. Et Oui, oui, pourquoi? parlons-en parce que c'est une expression qu'on utilise à tire-larigot sans trop savoir à quoi ça fait référence, hein? Voilà. Et donc, évidemment, certains diront, ben, il existait déjà un Sud global dans le mouvement des non-alignés. Et c'est vrai que dans le mouvement des non-alignés, on tentait de ne pas être aligné sur l'Union soviétique ou sur les États-Unis. Mais quand on regarde la liste des pays non-alignés, on se rend compte qu'il y en avait beaucoup qui étaient très alignés. Cuba, par exemple, était très aligné sur l'Union soviétique et si tu prends le Maroc, ben, il était dans la sphère d'influence française et américaine. Mais pourquoi je parle du Sud global? Parce qu'en faisant la recherche pour mon livre de mémoire, j'ai trouvé une phrase de Henry Kissinger assez évocatrice. Et je vais la lire et ensuite je vais dire pourquoi je pense que le Chili était un des premiers éléments là, qui va nous amener vers ce Sud global. Alors, on est en 1969. Évidemment, Allende n'est pas élu encore, puisqu'il sera élu en 70. Mais le Chili est un pays qui bouge et un de ses ministres des Affaires étrangères, Gabriel Valdés, est invité à Washington avec d'autres de ses homologues d'Amérique latine pour rencontrer Richard Nixon et parler des relations entre l'Amérique latine et les États-Unis. La rencontre est organisée par Kissinger. Alors, Gabriel Valdés fait un exposé sur les relations économiques entre les deux entités et dit à Nixon, vous savez, vous tirez plus de bénéfices de la relation avec l'Amérique latine que nous. Alors évidemment, ça ne plaît surtout pas au président américain qui commence à s'en plaindre à Kissinger. Et Kissinger téléphone à Valdez, qui est toujours à Washington, pour l'inviter à déjeuner le lendemain et lui dire sa façon de penser. Et voici la phrase. Monsieur le ministre, vous venez de prononcer un étrange discours. Vous venez ici parler de l'Amérique latine, mais cela n'a pas d'importance. Rien d'important ne peut venir du Sud. L'histoire ne provient jamais du Sud. L'axe de l'histoire commence à Moscou, passe par Bonn, traverse l'océan jusqu'à Washington, puis se rend à Tokyo. Ce qui se passe dans le Sud n'a pas d'importance. Vous perdez votre temps. Alors évidemment,
quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, peut-être qu'en 1969, Kissinger avait raison, parce que qu'est-ce que c'était le Sud? Ça semblait être une entité continuellement enfoncée dans la pauvreté, dans la violence, dans les coups d'État, dans la dictature. Il n'y avait rien, peut-être, qui pouvait nous laisser croire qu'un jour, la Chine ou d'autres puissances allaient émerger comme elles le font depuis une vingtaine d'années. En même temps, Kissinger a étudié en Europe et a étudié l'histoire. Mais en fait, il a étudié l'histoire européenne et Qui était aussi fait de des la pays du Nord. colonisation de l'Europe, Oui, de et l'Afrique donc, en Europe. ça ne l'intéresse pas tellement ce qui se passe dans le reste du monde parce que, comme il dit, l'histoire passe par le Nord, par les grandes capitales du Nord. Pourtant, il aurait dû savoir que la grande roue de l'histoire, quand elle tourne, peut nous réserver des surprises et que, comme Paul Kennedy l'a bien dit dans son livre sur The Rise and Fall of the Great Powers, une journée, vous êtes la grande puissance, et puis quelques décennies plus tard ou un siècle plus tard, vous êtes dégradé, Ouais. vous ne l'êtes plus. Alors, quand Allende arrive au pouvoir, il n'a pas cette phrase-là à l'esprit, bien sûr, mais il commence à prendre des décisions pour diversifier l'économie du Chili pour qu'elle ne soit plus dépendante des grands trusts américains. Mais qu'est-ce que font alors les pays du Sud actuellement? C'est bien ça, la diversification économique, le multi-alignement diplomatique pour éviter justement de tomber dans le piège de l'alignement sur les grandes puissances. Ben, Alors, c'est ce qu'on dit ici. j'amène ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle ici au Kazakhstan, qui a développé depuis 30 ans une politique multivectorielle. Donc, Ah l'idée oui, étant d'être ami avec la Chine, la Russie, l'Union européenne, mais aussi avec les États-Unis. Donc, ça, c'est un système qui fonctionne relativement bien quand le monde converge. Mais depuis les dernières années, c'est une politique qui est de plus en plus difficile à maintenir parce qu'on s'entend que les pressions venant du nord, c'est-à-dire de Moscou, puis de l'est, venant de Pékin, font peser des pressions qui sont extrêmement fortes sur le pays. Mais, euh, oui. mais c'est ce qu'on on aura sûrement l'occasion d'en reparler lors de d'autres épisodes, mais Ah ben oui, parce que un autre, le Sud global, c'est l'avenir des c'est ce qui relations marque. internationales. Voilà, C'est ça. c'est ce qui Parce marque. que le Sud global, c'est aussi des sociétés qui possèdent énormément de ressources stratégiques, que ce soit le pétrole, l'uranium, pour nos besoins actuels. Mais dans le cadre de la quatrième révolution industrielle, les voitures autonomes, l'intelligence artificielle, le Sud global possède aussi des ressources stratégiques essentielles pour pouvoir développer ces secteurs de l'économie-là. Et puis, peut-être que tôt ou tard, plus tôt que tard, ce sont des sociétés qui vont avoir le gros bout du bâton par rapport aux sociétés C'est c'est- occidentales. c'est ma théorie. C'est ma Mm. théorie. Et je prépare quelque chose là-dessus. Moi aussi. Donc, on, Alors, on aura l'occasion d'en rediscuter, c'est certain. oui. Écoute, passons au troisième segment. Enfin, enfin, la France a un premier ministre. La fumée blanche est sortie de la cheminée au-dessus du palais de l'Élysée. Michel Barnier, qui est un politicien issu du Parti Les Républicains, un parti de droite, donc l'ancienne UMP de Nicolas Sarkozy, anciennement le Voilà. RPR de Jacques Chirac. Chirac. Donc, voilà, Michel Qu'est-ce Barnier. que- Qu'est-ce qui fait que un homme qui représente un parti qui a obtenu à peine 6% des voix puisse être nommé Premier ministre? J'imagine qu'on peut comprendre aujourd'hui pourquoi la gauche est en colère, puisqu'après tout, le bloc de gauche a obtenu le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Et nous, qui habitons au Canada dans un régime britannique, on imagine que la première chose que le roi ou que le gouverneur général fait, c'est qu'il appelle celui qui a le plus de sièges à former un gouvernement
et à affronter le Parlement. Et puis s'il perd, eh bien, on appellera le deuxième C'est ça. et on lui demandera de former un gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé en Ouais. France? Ben, écoute, si on peut faire une comparaison avec le Canada, c'est comme si la gouverneure générale avait fait appel à Elizabeth May avec Ben ses oui, deux ou trois députés pour tout devenir à premier fait. ministre, former le gouvernement. Donc, évidemment, oui, tu l'as dit, la gauche a raison d'une certaine façon de crier au vol démocratique de grand chemin parce que c'est eux, ils n'ont pas obtenu la pluralité des voix. C'est le Non, Rassemblement national qui a obtenu plus de voix, mais en termes de sièges, c'est le nouveau front populaire qui a fait élire le plus grand nombre de députés. Donc, pour eux, ben, légitimement, ils estimaient que le poste de premier ministre devait leur revenir, mais c'est que pendant l'été, et c'est là où c'est le problème à l'intérieur de ce bloc-là, c'est que c'est pas un mouvement qui est monolithique sur le plan idéologique. Je pense que tout le monde oui, s'était rendu compte au moment du déclenchement des élections en juin dernier. C'était une simple alliance électorale. Des gens ont dit c'est pour sauver la boutique, là, parce que les socialistes, s'ils se présentent seuls contre des candidats de la France insoumise, les écologistes pareil, oui, ils vont se faire rayer de la carte. Donc, c'est dans leur intérêt de faire une alliance électorale comme celle-là. Et on s'est rendu compte au cours des 2 derniers mois que à l'intérieur de ce mouvement-là, ben, vous aviez une tendance plus socialiste classique, donc le hollandisme, le oui, Parti socialiste, des gens plus autour de Bernard Cazeneuve, dont le nom a circulé pour devenir premier ministre qui composait une partie de ce bloc-là, mais il y avait l'autre partie de ce bloc-là qui était davantage concentrée autour des écologistes, des communistes, mais surtout de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, eux, imposaient une ligne très dure. Et puis, dans leur tête à eux, ils voulaient imposer leur candidate, donc, qui s'appelait Lucie Castet, qui a fait une espèce de campagne, un tour de France cet été pour mousser sa candidature. Mais très rapidement, les républicains, les macronistes, le Rassemblement national aussi, qui réunis forment une majorité, on dit très clairement, c'est sûr. on n'acceptera jamais une candidature comme celle-là. Si la France insoumise euh, impose son candidat ou sa candidate au poste de premier ministre. À la première occasion, on va déposer une motion de censure, puis le gouvernement va tomber. Et puis c'est à ce Donc moment. on nomme, donc on trouve un Michel Barnier alors Ben c'est pour, ça. Donc, ouais. je pense que les socialistes sont un peu ici les dindons de la farce parce qu'ils ont été OK, pris au piège par cette dynamique-là à l'intérieur de leur coalition avec la partie plus extrême là, rassemblée autour de la France insoumise et des communistes. Parce que quand le nom de Bernard Cazeneuve a circulé, ils auraient pu se séparer d'une certaine façon de la partie plus extrême de leur bloc et accepter des compromis avec les forces centristes, les macronistes, parce que Bernard Cazeneuve, c'est un socialiste de la vieille, un vieux socialiste de la vieille école oui, qui oui, est davantage porté vers le centre. tout à Euh, fait. il a été premier ministre aussi dans le passé, ça a été le dernier premier ministre de François Hollande, Hollande. Donc, oui, c'est un socialiste plutôt centriste. Et si les socialistes avaient accepté de la candidature, mais qui aurait nécessité un élargissement, une ouverture vers le centre, voire même un petit peu vers la droite, ils auraient peut-être pu avoir le poste de premier ministre, mais bon, ils ont refusé de le faire. Puis les instances du Parti socialiste ont tiré dans le dos à Bernard Cazeneuve. Donc, à ce mhm, moment-là, vous êtes Emmanuel Macron, puis vous dites, bon, ben, il y aurait cette option-là qui serait envisageable, mais vous avez les gens de son propre parti qui lui tirent dans le dos. Donc, s'il forme un gouvernement, le gouvernement va tomber à la première occasion. Donc, il OK. doit trouver une autre solution. Et puis, à un certain moment, son nom m'échappe, c'est le conseil, il dirige la région des Un Hauts-de-France. Euh, Xavier Bertrand, Xavier Bertrand, le nom a circulé. Et puis Xavier Bertrand a toujours eu des propos très, très, très durs, une position très ferme par rapport au Rassemblement national. Et puis Marine Le Pen a dit, si Xavier ouais, Bertrand devient premier ministre, on va imposer une motion de censure, son gouvernement va tomber. Évidemment, les gens de la gauche et de l'extrême gauche auraient voté avec le Rassemblement national pour faire tomber un gouvernement Bertrand. Donc la seule option qui restait, c'était Michel Barnier, qui est un vieux politicien qui a plus de 70 ans
qui était député au moment où le Front national a fait son entrée à l'Assemblée nationale en Ah ouais, tout à 1986. fait. Donc, en Ouais. 86-88, il y a eu la proportionnelle en France, et puis il y a eu je me souviens pas du nombre exact, Une quarantaine de députés du Front National. et puis Michel Barnier était un des seuls de la droite classique qui entretenait des relations cordiales avec Jean-Marie Le Pen puis les députés du Front national. Donc, la mère de Michel Barnier lui avait toujours dit, je n'ai qu'un seul conseil à te donner dans ta vie, mon cher Michel, ne sois jamais sectaire. Sois Ah toujours oui, ouvert d'esprit, ne sois jamais sectaire. Donc, il a toujours nourri cette image-là. Et puis, probablement, lorsque le nom a circulé, Marine Le Pen, c'est ce qui circule en ce moment, qu'il y aurait eu des oui, oui, coups de fil avec Thierry Solaire qui aurait fait l'intermédiaire entre l'Élysée et puis Marine Le Pen. Donc, il y aurait une deal, une entente non écrite que il n'y aurait pas de dépôt de motion de censure de la part du Rassemblement national, que le oui, Rassemblement national était prêt à donner le bénéfice du doute à Michel Barnier, le laisser gouverner au moins pour un an, parce qu'il n'y a pas de dissolution possible avant juin prochain. Et puis, Michel Barnier aussi, parce qu'il avait été candidat à l'investiture des Républicains en 2021, pour choisir leur oui, candidat pour l'élection présidentielle de 2022, c'est Valérie Pécresse qui avait été élue. Donc, Michel Barnier avait terminé en troisième position. Puis pendant cette campagne-là, par exemple, sur le thème de l'immigration, les frontières de l'Europe, il avait tenu des propos qui, dans une certaine mesure, pouvaient se rapprocher un petit peu du programme du Rassemblement national. Donc, il y a une certaine synergie sur des questions sécuritaires entre lui et le Rassemblement national. Et ce qui fait dire, ben ça, c'est la deuxième raison pour laquelle la gauche est en colère aujourd'hui, c'est que non seulement ils se sont fait voler à leurs yeux le poste de premier ministre, mais c'est un gouvernement qui est pris en otage par le Rassemblement national. Et eux se disent, il y a eu un grand front républicain pour faire barrage oui, au Rassemblement national. Et puis là, en fait, c'est un gouvernement qui est dirigé en sous-main par Marine Le Pen. Donc, oui. tout ça Ça, pour ça. Donc, c'est ce qui explique un petit peu la frustration de OK. côté. Ben Mais ça, ils auraient pu jouer, justement, ils auraient pu jouer différemment en misant sur la candidature de Bernard Cazeneuve. Et je pense que ça ouais, a été jouable parce que c'est une candidature qui aurait fait l'affaire au sein de la famille macroniste, puis OK. probablement aussi au sein d'une certaine partie de la droite. Ça m'amène à, justement, quand tu parles du Rassemblement national et puis du Grand Front républicain, à te poser la question suivante. Est-ce qu'on est dans une crise de régime en France? La Cinquième République ayant été instaurée en 1958 par le général de Gaulle, est-ce qu'elle a épuisé toutes ses ressources et qu'on se dirige vers une sixième République qui est une idée Ça, de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon? Oui. Ben oui. Ah ben, oui, c'est une bonne question. Moi, il faut attendre. Je dirais qu'en ce moment, la France vit une crise politique. Hmm. Pour qu'il y ait une crise de régime, là, il faudrait que ce soit un peu comme dans les années qui ont précédé 1958, que des C'est gouvernements vrai. tiennent 2 semaines, tombent de manière Ouais. répétitive. Et là, en fait, c'est ce qui a amené là, l'appel de René Coty au plus illustre des Français en mai 58 pour devenir chef du gouvernement avec des pouvoirs dictatoriaux. Donc, les pleins pouvoirs pendant une période de 6 mois, ce qui l'a amené là, à rédiger la Cinquième République puis à la faire adopter par référendum. Donc, à ce moment-là, la France était vivait une crise de régime. En ce moment, il y a une crise politique. On va voir comment ils vont être en mesure de s'en sortir. Si le gouvernement Barnier est capable de tenir jusqu'au printemps prochain, bon, ben, on peut s'attendre à une nouvelle dissolution. Bon, on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut difficilement s'imaginer que les résultats pourraient être vraiment différents de ce qu'ils ont été au mois de Hmm. juin. Par contre, oui et non. Je pense que ce qu'on doit s'attendre dans le menu législatif d'un gouvernement Barnier, je pense que il va y avoir l'introduction de la proportionnelle. Ce que le Hmm. Rassemblement national désire avoir depuis toujours. Et je pense aussi, pour les socialistes, ce serait la meilleure des nouvelles parce que ça leur permettrait enfin de ne plus avoir à faire des ententes, des accords d'appareil avec la France insoumise pour être en mesure de conserver des députés
Et Mhm. ça vraiment, ça empêche le parti de vraiment s'émanciper puis de proposer un message de centre-gauche qui serait vraiment original, qui peut-être ramènerait le socialisme à ses véritables racines. Là, en ce moment, le Parti socialiste est trop pris en otage par les forces extrémistes, puis d'une certaine façon aussi insurrectionnelles là, de la France Ouais, insoumise. ouais. Donc, si OK. c'est mis en place, on pourrait voir un visage très différent de l'Assemblée nationale lors de prochaines élections en juin 2025 si Bon, l'Assemblée nationale en venait à être dissoute d'ici là. Mais si, par contre, si la France tombe dans une crise de régime, le ouais, gouvernement Barnier tombe dans 2 ou 3 semaines, et puis là, vraiment, il y a une incapacité à trouver un successeur. Là, on pourrait peut-être voir la démission d'Emmanuel Macron pour dénouer ouais. l'impasse. Et puis là, on se retrouverait dans une présidentielle anticipée au résultat très incertain. Dans le contexte actuel, on pourrait voir un deuxième tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, là. Ce serait Ça possible. serait pas Ouais, exclu, là. ouais. Donc OK. là, ça Donc, serait. la communauté internationale doit suivre ça de près. Oui, parce que quand même, ça reste un des 5 membres permanents au Conseil de sécurité. Donc, un Ouais. pays comme ça qui se retrouverait en crise de régime, ce serait assez significatif, oui, là. Mais j'ai l'impression que Michel Barnier, comme Premier ministre, est intéressant pour cette communauté internationale parce que Oui, ben, il a fait une grosse partie de sa carrière à Bruxelles. Il a été commissaire européen. C'est lui ben, qui a négocié il y a- le Brexit. Il a été ministre par avant intérim. même, c'est ça, avant même d'être un Européen bien ancré, il a été ministre sous Mitterrand, Chirac, Sarkozy. Il a occupé la fonction de ministre des Affaires étrangères pendant plusieurs années. Et il commence son périple. C'est lui qui avait précédé De Villepin, c'est ça? euh, c'est après de Villepin. Il est Lorsqu'il après était de devenu premier Villepin. ministre, d'accord. Ouais, ouais. Et donc, Chaussure à remplacer, hein, ouais, c'est De ouais. Villepin. Euh, Il commence son aventure européenne il y a déjà 25 ans, où il a été nommé conseiller, puis ensuite commissaire. Il a même tenté de devenir président de la commission, mais ça n'a pas fonctionné. Et on dit de lui qu'il est le plus européen des politiciens français. Et cette qualité-là a permis qu'en 2000, je crois que c'est en 2016-2017, qu'il soit nommé le négociateur pour le Brexit et de s'assurer finalement que cette séparation de la Grande-Bretagne de l'Union européenne se fasse le plus doucement possible et dans l'intérêt des deux parties. C'est ce que tu appelais tout à l'heure cet homme de compromis qui n'est pas sectaire. Il n'en voulait pas aux Britanniques de se séparer, mais ce qu'il cherchait, c'était la meilleure séparation possible, tout en gardant des liens importants entre les deux entités. Parce qu'on le voit bien d'ailleurs après le Brexit, lorsqu'il a été formellement acté, les Britanniques sont redevenus des demandeurs d'avoir plus de relations avec l'Union européenne parce que euh, défaire cette alliance-là, défaire ce membership britannique à l'Union européenne, c'était un sacré déchirement, tant sur le plan économique, social, juridique et autres. C'est Et ils ont surtout que, tenté de garder le plus de ouais. liens possible. C'est surtout que même si la Grande-Bretagne, c'est une île qui a quand même une frontière terrestre commune avec l'Union européenne. Donc Un l'Irlande du tunnel, Nord et le fameux tunnel, mais oui, et la question de l'Irlande du Nord et de la République c'est irlandaise vrai, aussi, pendant c'est un vrai. long moment, ça faisait craindre le renouveau Ben, des ça tensions. menaçait l'unité de la Grande-Bretagne, ce Brexit, parce que les Écossais avaient voté de rester dans l'Union européenne et les Irlandais du Nord aussi, je crois, avaient voté pour rester à l'intérieur. Donc, il a fallu encore là trouver des compromis pour
pour que tout se passe bien. Bon, ben écoute, je pense que ça fait, Voilà, mon Dieu, presque une heure qu'on presque parle. une heure, là. Il va Presque une falloir heure. que tu coupes un peu, hein. Ben oui, ma femme, elle me dit toujours, là, en russe, t'es un baltouchka. Ça veut dire quelqu'un qui bla 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 Mais bla il bla. faut, Ben, c'est pas de parler. il va falloir qu'on ait un signe pour qu'on Oui. limite ce qu'on dit, parce que sinon tu pars, par exemple, puis moi je regardais le cadran, puis j'étais là, il dépasse, là, il dépasse. Et bon, tu m'as dit au début, c'est pas grave si on fait un peu Ah non, ben plus c'est ça, ici, un peu moins là. c'est un balado, on n'a pas de contrainte de temps, il n'y a pas de Voilà. publicité. Puis, bah, écoute, moi, de toute façon, j'ai adoré notre discussion. Puis j'espère que les auditeurs aussi. En tout cas, laissez-nous vos commentaires dans la section commentaires du vidéo sur YouTube. Posez-nous des questions aussi. J'ai beaucoup de questions. La semaine prochaine, on va tâcher de répondre à certaines questions. C'est un nouveau balado aussi. Donc, le petit pouce, le like, partager le vidéo. Vous savez comment ça fonctionne, hein? Faut nourrir l'algorithme afin que le balado se fasse connaître le plus rapidement possible. Donc, c'est pas terminé. Il nous reste une partie entrevue. Donc, restez à l'écoute. Ça va commencer dans quelques secondes. Mais avant, Jocelyn, je vais te laisser parler du Corim parce que cette semaine, l'entrevue se fait Voilà. en collaboration avec le Corim parce que l'auteur qu'on va recevoir a écrit un texte sur le sport, la diplomatie dont on va parler pendant une quinzaine de minutes. Voilà. Mais parlons un petit peu Donc, du Corim. donc l'ex-ambassadeur Raoul Delcorte, ex-ambassadeur de Belgique au Canada en particulier, nous écrit un texte sur le sport comme révélateur de certains problèmes des relations internationales. Et qu'est-ce que le CORIM? C'est le Conseil des relations internationales de Montréal, qui a été fondé il y a plus de 40 ans par plusieurs personnalités québécoises, dont Gérard Pelletier, ancien journaliste, ancien ministre de Pierre-Éliott Trudeau. Et le CORIM se veut la plateforme internationale de Montréal, mais aussi du Québec, pour les gens qui s'intéressent aux affaires internationales ou qui passent à Montréal et qui peuvent peuvent parler, discuter de leur conception des affaires internationales, mais surtout économiques, parce que le CORIM est davantage axé sur les questions économiques, ce qui ne l'empêche pas d'organiser des conférences ou des déjeuners causeries avec des présidents, des dirigeants d'ONG humanitaires ou autres. Mais disons que le gros du travail du Corim depuis une quarantaine d'années, ça a été de donner une plateforme aux gens d'affaires, si je peux m'exprimer ainsi. Excellent. Voilà. Bon, ben, donc, cette semaine, on a l'auteur de la semaine qui va venir discuter L'auteur de la semaine, dans quelques secondes. dans quelques secondes. Donc, restez à l'écoute. Alors, chers amis, nous sommes de retour à ce podcast avec un invité. Il s'agit de Monsieur Raoul Delcorde, ancien ambassadeur de Belgique, en particulier au Canada. Donc, on le connaît bien, on l'a souvent rencontré. Et M. Delcorde va nous parler de son dernier article qui a été publié lundi le 9 septembre sur le blog du Corim et qui est intitulé «Le sport, thermomètre des relations internationales». Je trouve que c'est une belle expression et Raoul va nous en dire un peu plus. Euh, Quelques mots sur M. Delcorne. Donc, il est diplomate et politologue. Il a été ambassadeur de Belgique en Suède, en Pologne et au Canada. Il a d'ailleurs passé 4 ans à Ottawa, mais il est revenu quelques mois plus tard
pour assumer une tâche pendant un an de professeur invité au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Raoul Delcorde est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages qui a trait à, à la diplomatie et aux relations internationales. Alors voilà, Monsieur Delcorde, peut-être nous donner un aperçu de votre article en 3, 4 minutes, et ensuite on passera aux questions. Merci beaucoup et merci de m'inviter à m'exprimer sur ce thème qui est évidemment d'actualité. Alors, j'ai choisi un angle un peu particulier pour parler du sport. C'est la manière dont le sport est instrumentalisé à des fins de politique étrangère. On considère a priori que le sport, c'est-à-dire l'entretien du corps, les compétitions sportives, sont éloignées des questions de politique internationale. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et j'aime bien citer Orwell, le fameux romancier britannique, qui disait: le sport, c'est la guerre, les fusils en moins. On est aujourd'hui dans une société mondialisée et interconnectée, et le sport s'est imposé comme un fait social international. Pour paraphraser Clausewitz, le sport, c'est la politique par d'autres moyens. C'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et il y a à cela des aspects positifs et négatifs. C'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon article. Je pense que le sport, j'en suis même convaincu, et notamment dans le cadre des Jeux olympiques, peut contribuer à déconflictualiser l'usage de la force en créant des moments fédérateurs. Euh, Dans l'esprit des Olympiades, même si les Olympiades de l'Antiquité étaient déjà, d'une certaine manière, une forme de rivalité entre les cités grecques, mais il y a quelque chose du héros sans armes chez le sportif et cette espèce de communion extraordinaire à laquelle on a encore assisté maintenant à Paris avec la clôture des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques démontre quand même que par-delà les inimitiés qui peuvent exister entre les nations, le sport, effectivement, contribue à rapprocher, à réconcilier même d'une certaine manière les nations et les États. Donc ça, c'était, si vous voulez, une première idée que j'avais mise en avant. J'ai pensé par exemple aux deux Corées qui sont quasiment en guerre, mais qui avaient décidé aux Jeux d'hiver de Pyongyang, par exemple, en 2018, que les Nord-Coréens et les Sud-Coréens défileraient ensemble à cette occasion. Donc, de la même manière, l'Inde et le Pakistan, qui sont des pays qui ont des relations difficiles, mais quand il s'agit d'une compétition mondiale de cricket, les voilà, ils Ah, ouais. participent, ils jouent, et quand c'est un Pakistanais qui l'emporte, comme le fameux Imran Khan, eh bien, ce n'est pas remis en question par l'Inde. Donc, quelque part, le sport comme vecteur de rapprochement et d'unification. Ça, je crois que il est facile de s'en convaincre. Mais au-delà de ses vertus pacificatrices, le sport est aussi un symbole de puissance et un vecteur d'influence. Il n'y a rien à faire, de plus en plus, mais déjà sans doute aux Jeux olympiques de Berlin de 1936, mais de plus en plus aujourd'hui, c'est l'occasion aux États, l'État hôte, le premier, la France maintenant, mais aux États d'exhiber leur puissance, leur puissance douce, j'entends bien, leur soft Mm. power. Ouais. Mais le sport participe à ce qu'on appelle le nation branding aujourd'hui. Mhm. Et bon, traditionnellement, c'était les grands États occidentaux qui en bénéficiaient. C'est intéressant de constater aujourd'hui que l'attractivité du sport joue aussi pour les nations asiatiques de plus en plus, ou Mhm. celles du Moyen-Orient, qui y voient, je pense au petit Qatar, dans le cadre de la Coupe mondiale de football, qui y voient une manière tout à fait intéressante de projeter en quelque sorte leur image dans le monde. Donc le nation branding
du sport est devenu quelque chose de tout à fait important. Alors, euh, bien évidemment, et on l'a encore vu, et c'est un élément que j'ai indiqué dans mon article, les relations, la dimension diplomatique du sport joue aussi dans la Mhm. mesure où on a beau dire que c'est le fair play, qu'on essaye de dépasser les tensions entre les nations, il y a des pays qu'on n'invite pas parce que on considère que euh, ils ont enfreint d'une telle manière le droit international que ce serait faire injure en quelque sorte à la charte de l'olympisme que de les inviter. C'est donc la raison pour laquelle, par exemple, la Russie n'a pas été, ni d'ailleurs le Bélarus, n'ont été invités aux JO de Paris, si ce n'est que les sportifs de ces pays-là pouvaient éventuellement participer sous une bannière neutre. Donc, la politique et les considérations diplomatiques entrent également en jeu. Euh, Est-ce une bonne chose? On peut se poser la question. C'est peut-être Mhm. l'aspect moins positif Mhm. de cette instrumentalisation du sport, parce que, voilà, est-ce que la- les responsables du Comité international olympique doivent, dans leurs invitations, tenir compte aussi d'éléments de nature purement politique. Mhm. Euh, et je ne vais pas m'étendre Ouais. là-dessus, mais il y Non, a mais toute la question du boycott, évidemment. Alors, c'est très intéressant. Oui, allez-y. je termine en disant que la force du sport, d'abord, c'est un langage universel. Euh, Ça tient aussi à la puissance de l'imaginaire qu'il véhicule, et ça a été très bien démontré, notamment à Paris. Euh, c'est un phénomène globalisant aujourd'hui. C'est, je l'ai dit, du nation branding, du nation building aussi. Ça crée aussi de la cohésion sociale. Et d'une certaine manière, euh, la géopolitique du sport nous démontre qu'aujourd'hui, il y a un glissement intéressant en matière de grandes nations organisatrices d'événements sportifs mondiaux, du monde occidental vers le monde des puissances émergentes. Il y a eu les Mhm. Jeux de Rio, les Jeux de Pékin, évidemment, de Tokyo. Le Japon n'est pas une puissance émergente, ni la Chine, mais je veux dire vers l'Asie-Pacifique. Et donc, probablement que ce basculement géopolitique, on retourne dans le Pacifique dans 4 ans avec les JO de Los Angeles. Euh, Ce basculement géopolitique est sans doute un des éléments les plus récents et les plus intéressants à noter. Voilà ce que je peux dire. Eh bien, très bien, très bien. Jean-François, tu voulais lancer la première question? Oui, ben, d'abord, très rapidement, pour l'information des gens qui nous écoutent, les Jeux olympiques qui ont eu lieu à Pékin, derniers Jeux olympiques d'hiver qui ont eu lieu à Pékin, ils ont presque eu lieu à Almaty, chez nous au Kazakhstan. Le Kazakhstan a perdu par 2 voix seulement. Ouais, Donc, parlant de puissances émergentes et qui désirent obtenir tenir des événements sportifs de cette nature-là, ben, c'est un Ouais. exemple ici. Vous avez parlé, je trouve ça très intéressant, vous avez parlé de la dimension du nation building, du sport. Un bon exemple, c'est celui du mondial de soccer, de foot en 1998, l'équipe de France, la France black, blanc, beurre, qui a été présentée par les politiciens, les universitaires comme étant l'exemple par excellence du modèle, de la réussite du modèle d'intégration français. Ben, comme vous êtes belge, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, en quoi est-ce que le sport contribue à fédérer le peuple belge? Parce que bon, la Belgique est quand même aux prises avec des problèmes politiques assez importants, déstabilisants entre ces deux, la communauté francophone, la communauté néerlandophone. Puis souvent, les gens disent que ce qui contribue à... Il y a 3 éléments qui sont au cœur de l'identité belge: le roi, les frites et Eddy Merckx. Donc, le vélo, le cyclisme.
Est-ce que le sport, à cet égard-là, joue un rôle? Quel est le rôle peut-être des Diables Rouges, l'équipe nationale de foot? Est-ce que ça contribue à fédérer les différentes communautés en Belgique et aussi les membres des groupes ethnoculturels minoritaires qui sont aussi inévitablement de plus en plus présents en Belgique? Oui, tout à fait. Les champions de cyclisme et de foot en Belgique sont des dieux vivants, quels qu'ils soient originaires du nord ou du sud du pays. Et donc, je peux vous confirmer en effet que euh, les Belges, qu'ils soient flamands, wallons, francophones, soutiennent ardemment et de manière très consensuelle les champions de foot, de cyclisme et autres. Alors là, pour le coup, c'est vraiment très fédérateur et l'accueil qui est réservé à leur retour en Belgique, à ces sportifs, sur la Grand Place de Bruxelles, qui est un des plus beaux endroits, une des plus belles grandes places, je crois, au monde, est très symptomatique, au fond, révélateur de la cohésion retrouvée des Belges qui, par ailleurs, ont parfois du mal à s'entendre sur certaines questions, mais ce n'est pas très différent, me semble-t-il, au Canada. Il y a aussi, je crois, parfois des divergences entre les communautés, mais le sport chez nous, en Belgique en tous les cas, permet de surmonter brillamment. Je pense que le temps file, Jean-François. Moi, je poserais une petite question à notre Vas-y. invité. Dans le texte, j'ai constaté que vous mettez aussi l'accent sur le rôle et peut-être l'intérêt des petits pays à participer à cette plateforme pour projeter leur image. Est-ce qu'ils en tirent vraiment des bénéfices? Vous savez, comme nous sommes entre politologues, je dirais que le sport, d'une certaine manière, est un égalisateur de puissance. Ah, comme la bombe Qui, atomique. qui connaissait la Jamaïque, ou enfin, à part les Canadiens qui y passent leurs vacances d'hiver, mais Oui, de ce côté-ci de l'Atlantique, avant Usain Bolt, par exemple, oui, le champion mondial. Qui connaît le Vanuatu ou les Fidji si on ne s'intéresse pas de près aux championnats mondiaux de rugby? oui, Les pays nordiques ne sont pas connus a priori pour des grands pourvoyeurs de sportifs, sauf aux JO d'hiver, où oui, ceux qui raflent les médailles d'or sont les Danois, les Suédois, etc. Donc, d'une certaine manière, ça donne, et même mon pays, qui est une petite puissance, lorsque nous raflons une médaille, par exemple, une médaille d'or au judo, qui n'est pas a priori un sport d'origine belge, tout de suite, ça permet de projeter, au fond, oui, l'image du pays et d'une certaine manière, nous jouons tout d'un coup dans la cour des grands. oui, Et en cela, alors, il y a des nations qui sont petites nations, mais traditionnellement et à chaque JO pourvoyeuses de grands champions. Je pense notamment aux marathoniens qui sont presque toujours des Éthiopiens, des Kenyans, par exemple, n'est-ce pas? oui. On dit que ça tient à leur complexion physique, je ne sais pas. Mais voilà. Donc oui, quelque part, c'est une manière pour des États moins connus d'obtenir une plateforme plus visible à la projection de leur image. Hmm. Mais Merci. vous le mentionnez aussi dans votre texte. Malheureusement, il y a une contrepartie à ça, c'est que ça permet de mettre le doigt sur les travers. Donc, par exemple, la Chine, le traitement des Ouïghours, ou au Qatar, dans le cadre de l'Organisation du mondial de foot, le travail les conditions de travail des travailleurs étrangers aussi, conditions de la femme aussi. Donc, euh, Voilà. Bien sûr, oui. Alors, je pense que c'est tout le temps qu'il nous reste. Jean-François, tu veux oui. conclure? Oui, écoutez, ben, je vais mettre le texte de M. Delcorde, le lien dans le descriptif du vidéo sur YouTube. Donc, ben, je vous rappelle aussi ben, de partager en grand nombre ce premier épisode. Vous savez, j'ai déjà dit dans la première partie, un nouveau podcast comme ça, naissant, a besoin qu'on nourrisse son algorithme. Donc, le partage de la vidéo,
les pouces en l'air, les likes, ça serait extrêmement apprécié. Et puis, écoutez, on se revoit la semaine prochaine. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est de toujours mettre en ligne les vidéos, les épisodes à tous les mercredis. Donc, on va se revoir la semaine prochaine. Un grand merci à monsieur, notre invité, à monsieur Delcorde, pour cette Merci. semaine. La semaine prochaine, on essaiera également, dans la mesure du possible, d'avoir un autre invité. Et puis, ben voilà, à la semaine Très prochaine. bien. Merci. Merci Merci d'avoir beaucoup. été à l'écoute. Au revoir. Merci. Au revoir.